vengeance. 20 jours de silence absolu. C'est ce que ma femme a décidé que je méritais après que j'ai eu l'audace de suggérer qu'elle pourrait aider avec les responsabilités ménagères au lieu de me traiter comme son majordome personnel. Mais voilà le truc avec le jeu du traitement du silence. Parfois, l'autre personne décide qu'elle préfère en fait le calme. Je venais de terminer une garde de 12 heures et je suis entré dans ce qui ressemblait à une tornade ayant frappé notre cuisine. Des assiettes empilées haut, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur le comptoir. Et elle assise sur le canapé, en train de défiler sur son téléphone comme si elle recherchait le remède contre le cancer. J'ai commis l'erreur apparemment impardonnable de dire « Hé, tu penses que tu pourrais me donner un coup de main pour nettoyer avant le dîner ?» Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu geler l'enfer. « Pardon, je travaille aussi. Tu sais, je ne suis pas ta bonne. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Je pensais juste qu'on pourrait s'y attaquer ensemble puisque nous vivons tous les deux ici. » C'est alors qu'elle s'est levée, a attrapé son sac à main et a prononcé la phrase qui définirait les 3 prochaines semaines de ma vie. « Débrouille-toi tout seul. Et ne t'attends pas à ce que je te parle tant que tu n'auras pas appris un peu de respect. » La porte d'entrée a claqué si fort qu'elle a fait trembler les fenêtres. Quand elle est revenue 2 heures plus tard, je pensais qu'on aurait une conversation normale sur ce qui s'était passé. J'avais tort, elle est passée devant moi comme si j'étais invisible, est allée directement dans la chambre. Et c'était tout. Pas de bonne nuit, pas de contact visuel, rien. J'ai supposé qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour se calmer. Le jour 2 est arrivé. Et toujours rien. J'ai essayé l'approche raisonnable en premier. « Écoute, si je suis mal passé hier, on devrait en parler. » Elle a versé son café, est passée juste à côté de moi, et est partie au travail sans même reconnaître mon existence. Jour 3. J'ai essayé l'humour. Alors c'est ça que les conseillers conjugaux veulent dire par problème de communication. Hein ? Pas même un sourire. Au jour 5. J'ai réalisé ce que c'était vraiment. Ce n'était pas à propos des assiettes ou du respect ou de tout ce non-sens superficiel. C'était à propos du contrôle. Elle avait décidé que me geler dehors me ferait ramper, m'excuser pour quelque chose pour lequel je n'aurais pas dû m'excuser, et me dresser pour que je ne remette plus jamais en question ce qu'elle faisait. Le schéma est devenu cristallin. Elle piétinait dans la maison en faisant des mouvements de nettoyage exagérés quand j'étais dans la pièce, en claquant les portes des armoires et en soufflant comme si elle jouait dans un one-woman show sur le martyre domestique. Elle se préparait des repas élaborés pendant que j'étais assis juste là, sans m'offrir ne serait-ce qu'une serviette. Et les publications sur les réseaux sociaux, celle-là était le vrai signe. Soudain, son Instagram était rempli de citations sur le fait de connaître sa valeur et de couper les personnes toxiques de sa vie. Le jour 7 est celui où quelque chose a cliqué pour moi. J'étais assis à la table de la cuisine en train de manger un sandwich que j'avais préparé moi-même, la regardant performer sa routine de caprice silencieux. Et j'ai commencé à rire. Vraiment rire. Voilà une femme adulte qui pensait que me donner le froid me briserait. Au lieu de cela, cela me montrait exactement qui j'avais épousé. Elle s'est arrêtée au milieu d'un souffle et m'a fixé, s'attendant probablement à ce que j'explique ce qui était drôle. Mais qui pouvait jouer à ce jeu ? Hein ? Faux ! Je ne jouais à aucun jeu du tout. Je continuais juste à manger mon sandwich et à défiler sur mon téléphone. Au jour 10, la maison était devenue remarquablement paisible. Pas de dispute sur à qui c'était le tour de sortir les poubelles, pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je chargeais mal le lave-vaisselle. Pas de soupirs dramatiques quand je voulais regarder du sport au lieu de ces émissions de télé-réalité. Je commençais à voir les avantages de cet arrangement. Elle, en revanche, devenait de plus en plus frustrée. Je pouvais le voir dans la façon dont elle traînait près des portes quand j'étais dans une pièce, voulant clairement dire quelque chose mais engagée dans sa protestation silencieuse. Elle laissait tomber des choses bruyamment quand j'étais à proximité, espérant évidemment que je lui demande si elle allait bien. Quand je ne mordais pas à l'hameçon, elle ramassait ce qu'elle avait laissé tomber avec une force supplémentaire et partait en tempête. Le jour 12 a apporté la première fissure dans sa résolution. J'étais en train de cuisiner le dîner pour moi-même, en faisant assez pour une personne, quand elle est entrée dans la cuisine et est restée là, pendant 5 minutes complètes, attendant que je lui en offre ou que je lui demande pourquoi elle ne préparait pas sa propre nourriture. J'ai fini de cuisiner. Elle servi mon repas et les mangé pendant qu'elle regardait. Puis j'ai nettoyé mes assiettes, les ai rangées et les laissées debout là. Le jour 15 est celui où elle a appelé des renforts. Sa sœur m'a appelé, complètement à l'improviste, en demandant si tout allait bien à la maison parce que ma femme semblait vraiment stressée ces derniers temps. Je lui ai dit que tout allait bien de mon côté. Je donnais juste à ma femme l'espace qu'elle avait demandé. Quand sa sœur a essayé de creuser plus profondément, j'ai simplement dit « Elle sait comment mettre fin à cela n'importe quand elle veut avoir une conversation d'adulte. »
Le lendemain matin, le comportement de ma femme a changé à nouveau. Au lieu de m'ignorer, elle a commencé à faire des choses qui normalement nécessiteraient une réponse. Elle se tenait devant la télé pendant que je la regardais, réarranger les meubles que j'utilisais, et même renverser accidentellement ma tasse de café. Chaque fois, elle s'arrêtait après, s'attendant clairement à ce que je dise quelque chose. Chaque fois, je nettoyais simplement, bougeais, ou trouvais un autre endroit sans reconnaître son existence. Le jour 18 a apporté ce que je peux seulement décrire comme des mouvements de désespoir. Elle a commencé à jouer de la musique à des niveaux de volume qui réveilleraient les voisins, laissant les portes des armoires ouvertes, ce que j'aurais à fermer pour utiliser la cuisine. Et même en cachant la télécommande de la télé, cette dernière m'a presque fait rire à nouveau. Une femme adulte cachant la télécommande comme un enfant en bas âge. Mais voilà ce qu'elle n'avait pas réalisé pendant son caprice silencieux de 3 semaines. J'utilisais ce temps pour réfléchir. Vraiment réfléchir à ce qu'était devenue ma vie et à ce que je voulais qu'elle soit chaque matin calme, chaque soir paisible. Chaque nuit sans drame fabriqué me montrait quelque chose que je n'avais pas vu clairement avant. Le jour 20 est arrivé avec elle, faisant les 100 pas dans la maison comme un animal en cage. Elle n'arrêtait pas de me regarder avec cette expression qui criait « Tu ne vas rien faire ». Mais je faisais quelque chose. J'étais en train de planifier exactement ce qui allait suivre. Parce que demain était le jour 21. Et j'avais le sentiment qu'elle allait essayer de rompre son silence et faire comme si tout cet épisode enfantin n'avait jamais eu lieu. Elle s'attendait probablement à ce que je sois si reconnaissant pour son attention que j'oublie pourquoi nous en étions là au départ. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Le jour 21 a commencé exactement comme je m'y attendais. Elle est entrée dans la cuisine ce matin-là avec cette attitude décontractée soigneusement répétée, comme si elle était sur le point de mettre gracieusement fin à ma punition et de restaurer l'ordre dans l'univers. Donc, a-t-elle dit en se versant du café comme si les 3 dernières semaines n'avaient jamais existé. Je pensais qu'on pourrait aller dans ce nouveau restaurant en centre-ville ce soir, sauf que je n'étais pas là pour l'entendre. J'avais quitté la maison à 5h30 ce matin-là, 2 heures avant qu'elle ne se lève habituellement. Mon sac de nuit était déjà dans la voiture, avec tout le reste. J'avais discrètement déménagé au cours de la semaine passée, pendant qu'elle était trop occupée à performer sa routine de traitement du silence pour remarquer ce qui se passait vraiment autour d'elle. La beauté de quelqu'un qui vous donne le traitement du silence et qu'il arrête de prêter attention à tout ce que vous faites. Il est si concentré sur le fait de s'assurer que vous remarquez qu'il vous ignore qu'il devient complètement inconscient de vos mouvements réels. Pendant qu'elle claquait des portes et soufflait dans la maison, je retirais méthodiquement mes documents importants de notre armoire partagée. Pendant qu'elle postait des citations cryptiques sur les réseaux sociaux, je transférais la moitié de nos économies sur un compte individuel que j'avais ouvert. Pendant qu'elle cachait des télécommandes comme une enfant capricieuse, je recherchais des options de logement temporaire. Elle a probablement resté dans cette cuisine pendant une bonne dizaine de minutes, attendant que je réponde à sa généreuse offre de dîner dehors. Quand le silence s'est étiré trop longtemps, elle a probablement appelé mon nom, peut-être parcouru la maison en me cherchant, vérifié le garage pour voir si ma voiture était là. C'est alors qu'elle aurait trouvé la note que j'avais laissée sur le miroir de la salle de bain, courte et directe. Le silence est d'or. Profites-en pour toujours. Mon téléphone a commencé à sonner vers 8h30. J'étais déjà dans mon endroit temporaire, un logement meublé loué de l'autre côté de la ville, en train de prendre ma première tasse de café paisible en 3 semaines. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis il a sonné à nouveau, et encore. À midi, j'avais 17 appels manqués. Les messages vocaux ont commencé par des excuses. Ok, très drôle. Tu as fait valoir ton point. Rentre à la maison et on parlera. Puis ils sont devenus frustrés. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste partir pour quelque chose d'aussi stupide. Le soir, ils sont devenus colériques. Tu es complètement déraisonnable. J'essayais de réparer les choses ce matin et tu as juste disparu comme un lâche. J'ai sauvegardé chaque single. Pas parce que j'aimais écouter sa panique, mais parce qu'il prouvait quelque chose d'important. Après 20 jours à me traiter comme si je n'existais pas, elle s'attendait à ce que je sois reconnaissant pour 5 mots sur des plans de dîner. Après 3 semaines de manipulation psychologique déguisée en position morale supérieure, elle pensait que je devrais sauter sur l'occasion de faire comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin a apporté une stratégie différente. Elle est apparue à mon bureau, ayant d'une manière ou d'une autre découvert où je travaillais ce jour-là. Mon collègue a mentionné une femme dans le hall qui me demandait, et je pouvais la voir par la fenêtre, faisant les 100 pas avec ce regard déterminé qu'elle avait quand elle décidait qu'elle allait forcer une conversation. Je suis resté à mon bureau et lui ai envoyé un texto. La même énergie que tu avais pour 20 jours de silence est la même énergie que j'ai pour une distance permanente. Elle est partie, mais pas tranquillement.
Selon la sécurité du bâtiment, elle est restée dans le parking à crier sur ma voiture pendant environ 15 minutes avant de repartir. Cet après-midi-là, la cavalerie est arrivée. Sa mère a appelé en utilisant cette voix diplomatique qu'elle employait quand elle pensait être utile. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais ne penses-tu pas que vous êtes tous les deux un peu dramatiques? Le mariage demande du travail. Et parfois nous devons ravaler notre fierté. Vous avez absolument raison, lui ai-je dit. Quelqu'un aurait dû mentionner cela à votre fille il y a 3 semaines quand elle a décidé de couper toute communication parce que je lui ai demandé d'aider avec les assiettes. La ligne est restée silencieuse un moment. Elle a dit que tu étais irrespectueux et exigeant. J'ai dit, et je cite, « Hé, tu penses que tu pourrais me donner un coup de main pour nettoyer avant le dîner ? Si c'est irrespectueux et exigeant dans votre famille, je peux voir où elle a appris ses compétences en résolution de conflits. » Sa mère a essayé quelques approches diplomatiques supplémentaires, mais je pouvais dire que la conversation avait changé. Elle commençait à réaliser que sa fille avait peut-être peint un tableau très différent de ce qui s'était réellement passé. Le jour 3 de mon nouvel arrangement a amené sa sœur à mon endroit temporaire. Elle a frappé pendant environ 10 minutes avant que je n'ouvre enfin la porte. C'est insensé. Elle a commencé immédiatement. Elle est misérable. Tu es cruel. Cruel. Je lui donne exactement ce qu'elle voulait. Elle m'a spécifiquement dit de ne pas m'attendre à ce qu'elle me parle. Je respecte juste sa demande à long terme. Tu sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. En fait, c'est exactement ce qu'elle voulait dire pendant 20 jours. La seule différence est que j'ai décidé que j'aimais mieux l'arrangement qu'elle. Sa sœur a essayé tout l'angle de la loyauté familiale. Comment nous devions arranger les choses. Comment j'étais têtu? Mais quelque chose d'intéressant s'est passé pendant cette conversation. Elle a laissé échapper que ma femme l'appelait tous les jours depuis la semaine passée. De plus en plus frénétique sur comment réparer cela sans avoir à s'excuser vraiment ou reconnaître ce qu'elle avait fait. Elle a peur. Sa sœur a finalement admis, elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Alors elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. À la fin de la semaine, j'avais entendu de son père, de 2 de ses amis et même de notre voisin. Tous essayant différentes approches pour me convaincre de rentrer à la maison et d'arranger les choses. Chaque conversation révélait plus sur la façon dont elle tournait la situation et à quel point elle devenait désespérée. Mais voilà ce qu'aucun d'eux ne comprenait. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas blessé ou en quête de vengeance ou en train d'essayer de lui donner une leçon. J'étais juste fini. 20 jours de traitement du silence m'avaient donné quelque chose que je n'attendais pas. De la clarté. Une compréhension complète et cristalline de qui j'avais été marié et de ce que ma vie pouvait être sans le drame et la manipulation constante. L'endroit loué que j'avais trouvé était petit mais confortable. Je pouvais manger quand je voulais, regarder ce que je voulais, et aller au lit sans me demander dans quelle humeur elle serait le lendemain matin ou quelle infraction mineure déclencherait la prochaine punition émotionnelle. Mon téléphone a vibré avec un autre texto d'elle. « S'il te plaît, rentre juste à la maison. Nous devons parler de cela comme des adultes. » J'ai regardé ce message pendant longtemps, il y a 21 jours. J'aurais sauté sur ces mots. L'ancien moi aurait vu cela comme un progrès. Comme elle étant enfin prête à avoir la conversation que j'essayais d'avoir depuis 3 semaines. Mais le nouveau moi a remarqué quelque chose de différent. Même dans sa supplication de parler comme des adultes, il n'y avait aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Pas d'excuse pour 3 semaines de comportement enfantin. Pas de reconnaissance que ses actions avaient des conséquences. Juste une attente que je devrais accourir parce qu'elle avait enfin décidé qu'elle était prête à me gratifier de ses mots. À nouveau, j'ai supprimé le message sans répondre. Parce que j'avais appris quelque chose de précieux pendant ces 20 jours de silence. Parfois, la meilleure réponse à la manipulation est de montrer à quelqu'un exactement à quoi ressemble la vie sans vous dedans. Et parfois, cette vie a l'air plutôt bonne. 2 semaines dans ma nouvelle situation de vie. Elle est passée à ce que je peux seulement décrire comme une guerre psychologique à grande échelle. Les appels téléphoniques avaient cessé. Mais la vraie manipulation ne faisait que commencer. Cela a commencé avec les réseaux sociaux. Soudain, son Instagram était inondé de publications sur le pardon, les secondes chances, et comment l'amour réel signifie se battre l'un pour l'autre. Chaque publication soigneusement conçue pour la faire ressembler à l'épouse dévouée dont le mari avait inexplicablement abandonné le mariage pour rien. La section des commentaires était exactement ce qu'elle espérait. « Tu mérites tellement mieux. Chérie, certains hommes ne peuvent pas gérer une femme forte. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. » Ce que ses followers sur les réseaux sociaux ne savaient pas, c'est qu'elle m'avait bloqué pour que je ne voie pas ses publications directement. Elle voulait que j'en entende parler par des tiers. Ce qui signifiait qu'elle comptait sur des amis communs pour me dire à quel point elle était dévastée et digne en ligne. Le premier ami qui m'en a parlé était Dave du travail. « Hey mec, j'ai vu les publications de ta femme. Situation difficile.
Vous arrangez les choses. Ça dépend, ai-je dit. Est-ce que ces publications mentionnent les 3 semaines où elle a refusé de me parler parce que je lui ai demandé d'aider avec les assiettes? L'expression de Dave a changé. Oh non, elle a juste dit que vous aviez des problèmes de communication et que tu étais parti soudainement. Problème de communication. C'est une façon de le dire. Mais la campagne sur les réseaux sociaux n'était que le premier mouvement. Ensuite sont venues les apparitions stratégiques. Elle a commencé à apparaître dans des endroits où elle savait que je serais, la salle de sport où j'allais après le travail, le supermarché où je faisais mes courses le week-end. Toujours l'air dévasté. Toujours s'assurant que d'autres personnes la voient l'air dévasté. La tentative la plus évidente était au café que je fréquentais près de mon nouvel endroit. Elle est entrée pendant que je lisais un samedi matin, a commandé quelque chose qu'elle n'aimait même pas, et s'est assise à 3 tables de distance. Assez proche pour que tout le monde nous voie dans le même espace. Assez loin pour que ça ne ressemble pas à une confrontation directe. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards significatifs, espérant probablement que je vienne commencer une conversation. Quand je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle a commencé à faire ce truc où elle soupirait bruyamment et touchait son alliance en fixant la fenêtre avec cette expression douloureuse. La performance était si évidente que le barista a fini par me demander si je connaissais la femme qui semblait upset. Oui, lui ai-je dit. Elle travaille sur certaines choses, j'y sur certaines choses. Après 1 heure de souffrance théâtrale, elle a abandonné et est partie, mais pas avant de s'assurer de passer lentement devant ma table, me donnant une dernière chance de l'arrêter. J'ai continué à lire mon livre. La semaine suivante a apporté une approche plus directe. Elle a convaincu sa mère de m'appeler avec une histoire d'urgence médicale. Douleur à la poitrine. Voyage aux urgences. Demandant spécifiquement pour moi, j'ai conduit à l'hôpital immédiatement. Genuinement préoccupé malgré tout. Quand je suis arrivé, elle était assise dans la salle d'attente, l'air parfaitement en santé, en train de défiler sur son téléphone. « Où est ta mère ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux avec cette expression pleine d'espoir. « Elle va bien. J'avais juste besoin que tu viennes pour qu'on puisse parler quelque part de neutre. » Je l'ai fixé un moment, en traitant ce qu'elle venait d'admettre. « Tu as simulé une urgence médicale pour me manipuler et me faire venir. » Je n'ai rien simulé. J'ai dit qu'elle avait des douleurs à la poitrine. Et elle en avait... Elles étaient probablement liées au stress à cause de ce que tu fais subir à cette famille. L'audace était époustouflante, même prise en flagrant délit de mensonge. Elle trouvait un moyen de le rendre de ma faute. Tu as utilisé la santé de ta mère pour me manipuler. Comprends-tu à quel point c'est tordu? J'ai utilisé la vérité pour te faire venir parce que tu es déraisonnable. Nous sommes mariés. Nous devrions pouvoir parler. Nous aurions pu parler n'importe quand au cours des 5 dernières semaines. Tu as choisi 3 semaines de silence à la place. C'était différent. Non, ça ne l'était pas. C'était toi essayant de me contrôler alors. Et c'est toi essayant de me contrôler maintenant. La seule différence était méthode. Je l'ai laissée assise dans cette salle d'attente de l'hôpital et suis rentré chez moi. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans cette conversation. Elle m'avait montré qu'il n'y avait littéralement aucune limite qu'elle ne franchirait pas pour obtenir ce qu'elle voulait. Urgence médicale, manipulation publique, pression familiale. Tout était permis dans son esprit. Ce week-end-là, elle a essayé une tactique différente. Je suis rentré pour trouver sa voiture dans le parking de mon complexe locatif. Elle avait d'une manière ou d'une autre découvert quelle unité était la mienne et était assise sur les marches d'entrée comme si elle y appartenait. Nous devons discuter de choses pratiques. A-t-elle dit quand je suis arrivé? Factures, impôts, notre bail. Tu ne peux pas juste faire comme si notre vie ensemble n'existait pas. Elle avait raison sur une chose. Il y avait des affaires pratiques à gérer. Mais je les avais déjà gérées. J'ai appelé notre propriétaire et expliqué que j'avais déménagé définitivement. J'avais changé les services publics qui étaient à mon nom. J'ai contacté nos compagnies d'assurance. Tout a été pris en charge. Lui ai-je dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça a été pris en charge ?» Je veux dire que j'ai géré les trucs pratiques. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas prendre des décisions unilatérales sur notre vie. Bien sûr que je peux. Tu l'as démontré magnifiquement pendant 3 semaines quand tu as pris une décision unilatérale de fermer notre mariage parce que je t'ai demandé d'aider à nettoyer la cuisine. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, tu découvres que les actions ont des conséquences au-delà de ce que tu avais prévu. Elle s'est levée des marches et je pouvais voir qu'elle passait en mode agressif qu'elle utilisait quand elle se sentait coincée. Tu jettes 7 ans de mariage à cause de sentiments blessés. Je ne jette rien. Tu l'as fait quand tu as décidé que la manipulation psychologique était une réponse appropriée à une demande raisonnable. Je reconnais juste la réalité. Alors quoi? Nous sommes juste finis. Juste comme ça. Nous étions finis il y a 3 semaines. Tu ne l'avais juste pas réalisé encore.
Elle allait essayer plusieurs approches supplémentaires ce soir-là. Larmes, colère, promettait de changer, menaçait sur ce que le divorce me coûterait. Mais quelque chose était différent dans la façon dont j'entendais tout cela. Au lieu de manipulation émotionnelle, j'entendais juste une personne essayant désespérément d'éviter les conséquences de ses propres choix. Quand elle est enfin partie, je me suis assis dans mon appartement calme et ai réalisé que quelque chose de profond s'était produit au cours des dernières semaines. Je n'étais pas la même personne qui lui avait demandé d'aider avec les assiettes 2 mois auparavant. Cet homme avait été entraîné à absorber ses humeurs, gérer ses émotions et prendre la responsabilité de son bonheur. Cet homme était différent. Cet homme avait appris qu'il pouvait vivre paisiblement sans drame constant. Cet homme avait découvert qu'il n'avait pas besoin de négocier avec quelqu'un qui utilisait le silence comme une arme. Mon téléphone a vibré avec un texto « Je ne renonce pas à nous ». Je l'ai lu, ai posé le téléphone et suis allé préparer le dîner. Pour 3 semaines après avoir rendu mon départ permanent, elle est passée à ce que je peux seulement décrire comme un mode terre brûlée. Les larmes et les performances publiques avaient échoué. Les interventions familiales n'avaient pas fonctionné. Les fausses urgences avaient tourné court. Donc elle a décidé que si elle ne pouvait pas me récupérer, elle s'assurerait que tout le monde sache que c'était de ma faute. Le premier signe a été quand mon patron m'a appelé dans son bureau un lundi matin. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Et je veux que tu sois franc avec moi. As-tu des problèmes personnels qui pourraient affecter ton travail ?» J'ai su immédiatement ce qui s'était passé. Est-ce que quelqu'un t'a contacté à propos de ma vie personnelle ? Il s'est agité inconfortablement dans sa chaise. J'ai reçu un appel pendant le week-end. Quelqu'un prétendant être préoccupé par ton état mental a dit que tu avais abandonné ta famille et que tu pourrais avoir une sorte de crise. Ce quelqu'un était ma femme. Et non, je n'ai pas de crise. J'ai quitté une relation malsaine. Et apparemment, elle a décidé d'en faire le problème de tout le monde aussi. Mon patron a hoché la tête lentement. J'ai pensé que ça pourrait être quelque chose comme ça. Ton travail n'en a pas souffert du tout. Si quoi que ce soit. Tu sembles plus concentré ces derniers temps parfois. Mais je devais demander, je comprends. Et j'apprécie que tu le gères professionnellement. Continue juste à faire ce que tu fais. Et peut-être change ton numéro de téléphone personnel si ça continue. Cet après-midi-là, j'ai découvert qu'elle avait aussi appelé ma salle de sport, prétendant que j'avais utilisé sa carte de crédit sans permission pour payer mon abonnement. Le manager s'est excusé quand il a expliqué qu'ils avaient dû geler mon compte en attendant une résolution. Je lui ai montré mon relevé bancaire prouvant que je payais mon propre abonnement depuis 2 ans. C'est du harcèlement, a-t-il dit en secouant la tête. Nous voyons ça parfois pendant les divorces. Je restaurerai ton compte. Mais tu devrais documenter ce genre de comportement. Le documenter, c'était un bon conseil. D'ici mercredi, 3 de mes amis avaient reçu des appels d'elle. Chaque conversation suivait le même script. Elle était inquiète pour ma santé mentale. J'étais devenu verbalement agressif avant de partir. Elle était préoccupée que je puisse avoir une sorte d'épisode psychologique. L'ami qui me connaissait le mieux l'a fermé immédiatement. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais le gars que tu décris n'est pas l'homme que je connais. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta propre situation au lieu d'essayer de détruire sa réputation. Mais les dommages se propageaient. Elle a appelé mon frère, mes parents, a même traqué mon colocataire d'université sur Facebook. Chaque personne a eu une version légèrement différente de l'histoire. Mais le thème était cohérent. J'avais pété les plombs sans avertissement et abandonné notre mariage. Probablement à cause d'une instabilité mentale. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que certaines de ces personnes m'appelleraient directement pour vérifier mon bien-être. Ma mère a été la première. « Chérie, j'ai reçu un appel très perturbant de ta femme. Elle dit que tu as agi de manière erratique et qu'elle s'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expliqué la vraie situation. Les 3 semaines de traitement du silence. Les tentatives de manipulation. La fausse urgence. Ma mère a écouté sans interrompre. Donc elle t'a donné le traitement du silence pour t'avoir demandé d'aider avec les tâches ménagères. Et maintenant, elle dit aux gens que tu es mentalement instable. C'est la situation. Eh bien, ça explique beaucoup sur ton mariage que je n'ai jamais compris avant. À la fin de la semaine, sa campagne avait tourné au fiasco spectaculaire. Les gens qui me connaissaient bien ont vu à travers ces histoires immédiatement. Les gens qui ne me connaissaient pas assez bien pour juger sont devenus suspicieux quand une femme a commencé à les appeler avec des évaluations psychologiques détaillées de son propre mari. Mais elle n'avait pas fini. Vendredi soir, je suis rentré pour trouver des policiers attendant dehors mon bâtiment. « Êtes-vous le résident de l'unité 12 ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, officier. Y a-t-il un problème ? Nous avons reçu une demande de vérification de bien-être. Quelqu'un a rapporté que vous pourriez être un danger pour vous-même ou pour les autres. » J'ai senti cette familière montée de colère,
Mais j'ai gardé ma voix calme. Laissez-moi deviner, le rapport vient de ma femme, dont je me suis séparé il y a plusieurs semaines. Les officiers ont échangé des regards. Pouvons-nous entrer et juste vérifier que vous allez bien? C'est routine pour ce type d'appel. Je les ai invités à entrer, leur ai montré mon appartement propre et organisé, et répondu à leurs questions sur mon état mental et mon comportement récent. Ils étaient professionnels mais clairement sceptiques sur le rapport qu'ils avaient reçu. Monsieur, je dois demander, avez-vous des pensées de vous faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre? Officier, le seul mal auquel je pense implique d'embaucher un avocat pour arrêter cette campagne de harcèlement. L'officier plus âgé a hoché la tête. Ça pourrait ne pas être une mauvaise idée. Nous voyons ce schéma parfois, quelqu'un n'obtient pas la réponse qu'il veut d'une rupture. Donc il essaye d'utiliser les canaux officiels pour forcer le contact ou créer des problèmes. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon en fixant mon téléphone. Elle avait vraiment appelé la police et suggéré que je pourrais être dangereux. Une femme qui avait vécu avec moi pendant 7 ans avait juste dit aux forces de l'ordre que je représentais une menace pour la sécurité publique. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à quelqu'un qui était simplement blessé ou en colère par notre séparation. J'avais affaire à quelqu'un qui était prêt à détruire ma réputation, ma carrière, et potentiellement ma liberté parce que j'avais refusé d'accepter sa manipulation émotionnelle. J'ai appelé l'avocat que j'avais consulté pour la séparation et ai fixé un rendez-vous d'urgence. Samedi matin a apporté une nouvelle tournure. Mon propriétaire a appelé pour m'informer que quelqu'un avait déposé une plainte prétendant que je violais les termes de mon bail en engageant de la violence domestique. La plainte alléguait que j'avais menacé ma femme et qu'elle craignait pour sa sécurité si je restais dans la région. Je sais que c'est probablement du non-sens, a dit mon propriétaire, mais je suis obligé d'enquêter sur toute allégation de violence domestique. Pouvez-vous venir lundi avec de la documentation sur votre séparation? Absolument. Et j'apporterai mon avocat. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'avais été réactif pendant 3 semaines, répondant à ces tentatives escaladantes pour me forcer à retourner dans une relation que je ne voulais plus. Mais être réactif ne fonctionnait pas. Il était temps de devenir proactif. J'ai passé le week-end à documenter tout, chaque appel téléphonique, chaque message texte, chaque apparition publique, chaque faux rapport aux autorités. J'ai imprimé ces publications sur les réseaux sociaux, sauvegardé les messages vocaux et créé une chronologie de son comportement depuis que j'étais parti. Dimanche soir, j'avais un dossier complet qui racontait une histoire claire. Une femme qui avait utilisé le traitement du silence comme manipulation émotionnelle avait escaladé au harcèlement, au faux rapport et aux tentatives de détruire la réputation de son mari quand il avait refusé de retourner dans une relation malsaine. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de mon avocat avec 40 pages de documentation et une demande claire. Je veux déposer une demande de divorce et je veux une ordonnance de restriction. Cette personne a démontré qu'elle est prête à impliquer mon employeur, les forces de l'ordre, et quiconque elle peut manipuler pour me forcer à retourner dans une relation que j'ai clairement terminée. J'ai besoin d'une protection légale contre quelqu'un qui a prouvé qu'elle n'a pas de limite. Mon avocat a examiné la documentation attentivement. C'est en fait un cas très solide pour harcèlement. Le schéma est clair et escaladant. Quand quelqu'un commence à faire de faux rapports à la police, les juges prennent ça au sérieux. Combien de temps cela prendra-t-il ? Nous pouvons déposer la pétition pour l'ordonnance de restriction aujourd'hui. Le divorce prendra plus longtemps. Mais vu ce schéma de comportement, je ne pense pas que vous aurez des problèmes avec le tribunal pour comprendre pourquoi la réconciliation n'est pas une option. Cet après-midi-là, elle a été notifiée des papiers à notre ancienne maison. L'ordonnance de restriction lui interdisait de me contacter directement, d'aller à mon lieu de travail ou de faire de faux rapports aux autorités, selon le serveur de processus. Elle était genuinement choquée quand elle a réalisé que j'avais pris des mesures légales. Apparemment, elle s'attendait à ce que je continue à absorber son comportement escaladant indéfiniment. Mais la partie la plus révélatrice était sa réponse immédiate. Dans l'heure suivant la notification, elle a appelé sa sœur, sa mère et 3 amis pour se plaindre que j'utilisais des avocats pour l'intimider et rendre leurs affaires privées publiques. La femme qui avait passé 3 semaines à impliquer tout le monde de mon patron à la police dans nos affaires personnelles était soudainement préoccupée par la vie privée au moment où elle faisait face à des conséquences légales pour ses actions. Mon téléphone, qu'elle était maintenant légalement interdite d'appeler, est resté blissfully silencieux pour la première fois en 1 mois. Ce soir-là, j'ai cuisiné un bon dîner pour moi-même, regardé ce que je voulais à la télévision, et suis allé au lit en sachant que demain apporterait plus de la même routine paisible. 21 jours de silence m'avaient appris à valoriser la paix. Les semaines de harcèlement qui ont suivi m'avaient appris à la protéger. L'ordonnance de restriction a tout changé du jour au lendemain. Pour la première fois en semaine,
Mon téléphone n'était pas en train de vibrer avec des textos désespérés ou des messages vocaux manipulatoires. Mon lieu de travail est revenu à la normale. L'anxiété constante de se demander quel faux rapport elle déposerait ensuite a simplement disparu. Mais le calme n'a pas duré aussi longtemps que je l'espérais. 2 semaines après l'ordonnance du tribunal, elle a trouvé une faille, puisqu'elle ne pouvait pas me contacter directement. Elle a commencé à utiliser des intermédiaires. Sa sœur a appelé pour discuter de matières pratiques qui supposément nécessitaient mon input. Sa mère avait besoin de clarifier certains détails financiers pour leurs archives familiales. Même le facteur est devenu extra-amical, mentionnant casuellement que ma femme lui avait demandé pour mon adresse de transfert. La tentative la plus effrontée est venue subikis est venue par le bureau de notre dentiste partagé. La réceptionniste a appelé pour confirmer un rendez-vous qui avait supposément été pris pour nous deux. Quand j'ai expliqué que nous étions séparés et avions une ordonnance de non-contact, elle s'est agitée. « Oh mon Dieu !» Elle a spécifiquement dit que c'était ton idée. Elle connaissait même ton horaire de travail pour suggérer l'heure. Manipulation classique. Elle avait étudié mes routines pendant 7 ans et utilisé cette connaissance pour créer des situations où j'aurais à lui répondre indirectement. Mais j'avais appris quelque chose de précieux sur les limites pendant notre séparation. Elles ne fonctionnent que si vous les appliquez de manière cohérente. Chaque tentative de contact indirect a reçu la même réponse. Veuillez la référer à mon avocat. Le bureau du dentiste. La compagnie d'assurance. Notre ancien propriétaire. Quiconque elle essayait d'utiliser comme intermédiaire recevait la même redirection professionnelle. En quelques jours, les gens ont arrêté de prendre ces appels sur mes affaires. La vraie percée est venue quand sa sœur m'a finalement appelé directement. Pas pour passer un message, mais pour demander ce qui s'était réellement passé entre nous. Elle ne me donne pas de réponse directe, a admis sa sœur. D'abord, elle a dit que vous aviez eu une dispute sur les tâches ménagères, puis c'était sur le respect. Maintenant, elle dit que tu es devenu verbalement abusif et instable. Je reçois 3 histoires différentes. Je lui ai donné la simple vérité, 3 semaines de traitement du silence sur une demande d'aider avec les assiettes, suivie d'une manipulation escaladante quand j'ai refusé de faire comme si rien ne s'était passé. Attends, elle t'a donné le traitement du silence pendant 3 semaines, 20 jours. Pour être exact, il y a eu une longue pause. Elle m'a fait ça une fois quand nous étions enfants, ne m'a pas parlé pendant 1 mois parce que j'avais emprunté son pull sans demander. Je pensais qu'elle avait dépassé ce comportement. Apparemment pas. Et tu es juste parti après 20 jours de silence. Je suis parti au jour 21 quand elle a enfin décidé qu'elle était prête à parler à nouveau. À ce moment-là, j'avais réalisé que je préférais le calme. Sa sœur a ri. Vraiment ri. C'est probablement la réponse la plus saine que quiconque ait jamais eue à ses caprices. Je cède habituellement et m'excuse juste pour qu'elle recommence à parler. Cette conversation a révélé quelque chose d'important. Je n'étais pas la première personne sur qui elle utilisait le traitement du silence. C'était sa méthode de prédilection pour contrôler les gens. Et ça avait fonctionné toute sa vie parce que tout le monde autour d'elle finissait par céder pour arrêter l'inconfort. J'étais apparemment la première personne qui avait jamais parti au lieu. La pièce finale du puzzle est venue quand mon avocat a appelé avec une mise à jour sur les procédures de divorce. Elle demande une médiation. Dit qu'elle veut arranger les choses à l'amiable sans impliquer les tribunaux. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'elle réalise que son comportement au cours des 2 derniers mois a créé un cas très solide pour toi au tribunal de divorce. Elle espère probablement que la médiation lui permettra d'éviter que tout cela devienne partie du dossier officiel. Seras-tu là ? Absolument. Et je recommanderais de garder ça simple. Tu as tout documenté minutieusement. Le schéma est clair. Parfois, la meilleure stratégie est juste de laisser les actions propres de quelqu'un parler d'elle-même. La médiation était programmée pour la semaine suivante. Pour la première fois depuis le jour 21, je serais dans la même pièce qu'elle, mais je n'étais pas la même personne qui lui avait demandé d'aider avec les assiettes 5 mois auparavant. Auparavant, cet homme avait été conditionné à gérer ses humeurs et absorber sa manipulation. Cet homme avait appris que certains comportements ne méritent pas de tolérance et que certaines relations ne méritent pas d'efforts. La nuit avant la médiation, je me suis préparé un dîner décent et regardé le coucher de soleil depuis mon balcon et suis allé au lit tôt. Pas d'anxiété, pas de répétition d'arguments, pas de questions sur l'humeur dans laquelle elle serait, juste la routine confortable d'un homme qui avait enfin appris la différence entre être seul et être en paix. La salle de médiation était stérile et corporative, le genre d'endroit conçu pour retirer l'émotion des conversations difficiles. Elle est arrivée 15 minutes en avance et était déjà assise quand mon avocat et moi sommes entrés. Pour la première fois en moi, je l'ai vue sans les performances théâtrales ou les positionnements stratégiques. Juste une femme qui avait l'air fatiguée et plus petite que dans mes souvenirs.
Le médiateur a introduit le processus et a demandé si l'une des parties voulait faire une déclaration d'ouverture. Elle a immédiatement lancé un discours préparé sur comment le mariage requiert le pardon, comment tout le monde fait des erreurs, et comment partir sans essayer de réparer les choses était abandonner notre engagement. Quand elle a fini, le médiateur m'a regardé. Souhaites-tu répondre? Pas vraiment. Je pense que la documentation parle d'elle-même. Mon avocat a glissé un dossier sur la table. 23 pages de messages textes, messagers vocaux, rapport de police, contacts avec l'employeur et capture d'écran des réseaux sociaux. Une chronologie complète de son comportement du jour 21 jusqu'à l'ordonnance de restriction. Elle a jeté un œil aux premières pages et son visage est devenu pâle. Tu as tout documenté. Tout. Le médiateur a examiné le dossier en silence pendant plusieurs minutes. Quand il a levé les yeux, son expression avait changé de neutre à préoccupé. Cela représente un schéma significatif de harcèlement et de manipulation. Pouvez-vous expliquer votre raisonnement derrière ces actions? Elle a essayé plusieurs approches. Le comportement était sorti de son contexte. J'exagérais des réponses émotionnelles normales. Elle avait été désespérée de sauver notre mariage et avait peut-être été trop loin. Donc vous reconnaissez que déposer de faux rapports de police et contacter son employeur était inapproprié, a demandé le médiateur. Je n'ai jamais déposé de faux rapports. J'étais genuinement préoccupé par son état mental. Sur la base de quelles preuves? Il est parti soudainement sans essayer d'arranger les choses. Selon cette chronologie, vous avez refusé de lui parler pendant 20 jours. Comment était-il censé arranger les choses? C'est alors que son sang-froid a finalement craqué. Il était censé s'excuser. Il était censé réaliser que rejeter mes sentiments et me traiter comme une aide ménagère était mal. Il était censé se battre pour notre mariage au lieu de juste abandonner. La pièce est devenue silencieuse. Même elle semblait réaliser ce qu'elle venait d'admettre. Donc le traitement du silence était destiné comme punition jusqu'à ce qu'il s'excuse pour t'avoir demandé d'aider avec les tâches ménagères. Le médiateur a clarifié. Ce n'est pas comme je le décrirais. Comment le décririez-vous? Elle ne pouvait pas répondre parce que toute description honnête confirmerait exactement ce que tout le monde dans cette pièce comprenait déjà. Elle avait utilisé la manipulation émotionnelle comme mécanisme de contrôle. Et quand ça a tourné court, elle avait escaladé au harcèlement et aux fausses accusations. Le médiateur s'est tourné vers moi. Quel résultat cherches-tu de ce divorce? Division simple des actifs. Pas de pension alimentaire. Et continuation de l'ordonnance de restriction jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. C'est extrêmement injuste. Elle a interjecté. J'ai renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir ses ambitions. Je mérite un soutien conjugal. Mon avocat a ouvert un autre dossier. Ce sont des relevés financiers montrant que les deux parties ont travaillé à temps plein tout au long du mariage et ont contribué équitablement aux revenus ménagers. Il n'y a aucune preuve de sacrifice de carrière ou de dépendance financière. La médiation a duré 3 heures, mais le résultat a été déterminé dans ce premier échange. Quand tout le cas de quelqu'un repose sur être la victime, il s'effondre rapidement quand son propre comportement documenté prouve le contraire. À la fin, elle avait accepté chaque terme que j'avais demandé. Pas de pension alimentaire. Division égale des actifs. Et un accord de non-contact étendu. Son avocat, qui avait à peine parlé pendant les procédures, avait l'air soulagé d'en avoir fini. Alors que nous ramassions nos papiers, elle a fait une dernière tentative. Ce n'est pas comme je voulais que les choses finissent. Je l'ai regardé pour la première fois ce jour-là. Tu as fini les choses au jour 1 de ton traitement du silence. Tout depuis lors n'a été que paperasse. 6 mois plus tard, j'ai reçu un texto de sa sœur. Elle est fiancée à quelqu'un qu'elle a rencontré il y a 3 mois. Pensais que tu devrais savoir au cas où elle essaye de te contacter sur le timing, j'ai supprimé le message sans répondre. La femme qui m'avait donné 20 jours de silence pour m'enseigner une leçon s'était passée à quelqu'un de nouveau en moins de temps que notre processus de séparation n'avait pris pour se compléter. Mais la leçon qu'elle m'avait réellement enseignée était plus précieuse qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle m'avait montré que je pouvais vivre paisiblement sans drame constant, que je n'avais pas besoin de négocier avec la manipulation, et que parfois la meilleure réponse au pire comportement de quelqu'un est de le laisser expérimenter les conséquences naturelles de ses choix. L'appartement que j'avais trouvé pendant ces premières semaines chaotiques est devenu une maison que j'ai achetée l'année suivante. La routine calme que j'avais découverte pendant son traitement du silence est devenue un mode de vie que j'appréciais genuinement. Les limites que j'avais appris à appliquer sont devenues des standards que je ne compromettrai plus. Elle avait voulu me punir avec le silence jusqu'à ce que j'apprenne ma place. Au lieu de cela, elle m'avait enseigné que parfois le silence est vraiment d'or, et que l'absence de la bonne personne peut être plus précieuse que la présence de la mauvaise. Le dernier message vocal qu'elle avait laissé, exigeant que je rentre à la maison et parle comme des adultes, était encore sauvegardé sur mon téléphone.
Parfois, je l'écoutais pour me rappeler à quel point ma vie sonnait différemment quand quelqu'un d'autre contrôlait le volume. Ces jours-ci, les seules voix dans ma maison sont celles que je choisis d'entendre.